Donc il me semble que finalement les deux interventions tout à fait intéressantes l'une et l'autre que nous avons entendues se rejoignent en ce que finalement elles posent la question de la variabilité, mais davantage dans ces fluctuations temporelles. Alors que peut-être il y a une autre acception qui pourrait être celle de la variabilité dans finalement la variation des occurrences d'une même œuvre. Hein. Et donc là, on est plutôt sur un axe temporel, enfin, ou sur les fluctuations, les modifications qui peuvent affecter une œuvre mouvement, ou avec l'intervention de Pierre, une œuvre qui thématise finalement cette variation, ce mouvement. Alors peut-être pour débuter, une question à chacun, et puis je laisserai la parole à la salle. Pour Pierre, donc finalement, le film que tu nous as présenté s'offre comme une approche de la variabilité telle qu'elle se trouve, somme toute, thématisée, ou telle qu'elle peut être étudiée au sein de l'œuvre de Melville. Hein. Et donc, tu as introduit la nécessité de repenser le modèle reçu de l'artiste d'une nouvelle façon, de faire ressortir ses proximités avec la recherche. Bon, ça, ce sont des choses que je trouve tout à fait passionnantes. Hein. Et donc, la question que je me pose, c'est finalement, d'où se tient cette posture, dans la mesure où finalement, il existe de la recherche en littérature. Il y a des spécialistes de Melville qui ont écrit sur Melville, enfin, certainement de manière intéressante pour certains, moins pour d'autres, enfin, c'est selon. Hein. Et donc, quelle est la spécificité du positionnement de l'artiste par rapport à la position, à la situation de ces autres types de recherche. Hein, donc, comment se tient-il par rapport à elle? Je pensais à la distinction que De Certeau fait entre stratégie et tactique. Est-ce que, enfin, je ne sais pas si ça te parle, mais est-ce que c'est une opposition qui pourrait éventuellement permettre de caractériser la manière dont l'artiste chercheur donc se tient par rapport à des chercheurs qui ne sont pas artistes? Voilà. Bon. Je pense, oui. Alors, il y a certainement plusieurs questions. La première, à laquelle il est le plus facile de répondre, c'est que, effectivement, par rapport à cet ouvrage Moby Dick, il y a énormément de spécialistes, et nous, on est rentrés dans ce travail-là en n'étant absolument pas spécialistes. Cela étant dit, ce qui est assez intéressant par rapport à ce projet-là, c'est qu'en fait, presque qui que ce soit qu'on rencontre a entendu parler de cette œuvre-là. Donc, ça permet de faire entrer en résonance des échanges de façon assez particulière. Et en fait, on a toujours, d'une certaine façon, des leçons à recevoir de quelqu'un qui a aussi quelque chose à dire sur Melville et sur Moby Dick en particulier. Donc c'est un objet, on nous a souvent posé la question, on s'est souvent posé la question, pourquoi prendre ce roman? En fait, l'une réponse qui revient, c'est peut-être parce que c'est un roman auquel, dans le fond, au départ, on ne s'intéressait pas particulièrement. Donc c'est un objet, c'est presque un sujet d'étude à l'égard duquel on peut avoir un peu d'indifférence. Et donc ce détachement nous permet aussi d'aller l'attaquer peut-être d'aller l'approcher avec peut-être un peu plus d'insouciance, et donc en non spécialiste. Ce qui fait que la question de l'approche du lieu de notre position épistémologique en tant que chercheur en art, là aussi est un objet sur lequel on travaille. C'est-à-dire que, pour le dire assez simplement, on ne considère pas qu'on est des artistes-chercheurs. Donc on est parti d'un principe que déjà il pouvait être intéressant sur le plan épistémologique de dissocier justement le rôle de l'artiste qui va produire des œuvres dans un contexte particulier qui est tout à fait fructueux, et puis le plasticien-chercheur qui va produire aussi des objets qui parfois peuvent être artistiques ou pas, dans un autre contexte qui est celui dans un environnement de recherche. Et donc cette dissociation n'empêche pas
le passage de l'un à l'autre. Mais simplement, ça permet de réfléchir à la fonction même des objets qu'on produit dans un environnement de recherche, qui fait que parfois, il y a plein d'objets qu'on produit, qui ont un statut extrêmement ambigu, qui ne sont pas forcément des œuvres d'art, mais qui fonctionnent avec un sens de la plasticité. Donc on essaie de développer en fait toute une analyse, disons, épistémologique sur le statut des objets de la recherche, et en prenant aussi appui sur certains textes de référence. On a eu l'occasion d'en parler au colloque cet automne sur les questions de la recherche collective, à laquelle ont participé d'ailleurs certains participants, comme Bruno, je crois, qui était là avec La Part de l'œil. Donc ce projet, il permet aussi de penser justement le déplacement qu'il y a entre l'artiste et le statut du chercheur en art, qui me semble être des choses à véritablement dissocier et à analyser clairement pour dire pourquoi il y a une différence. Ça ne veut pas dire qu'on marginalise l'un par rapport à l'autre, mais les choses opèrent différemment. Donc, peut-être rapidement une question à vous, Corentin. Voilà. Juste par curiosité, il vient d'où, Philippe de Joncker? Est-ce que, bon, au départ, c'est quelqu'un qui vient plutôt... Alors, c'est peut-être un petit peu bête de vouloir caractériser comme ça, finalement, puisque je cherche à identifier ce qu'il cherche précisément peut-être à brouiller. Mais il vient d'où? De la littérature, de la photographie? Quelle est son histoire qui l'amène à un tel cocktail? À la base, il est photographe. Il a été aux Beaux-Arts. Il a été l'assistant, par exemple, de la photographe américaine Barbara Crane. Et donc, à la base, il est photographe. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, mais peut-être c'était au début pour présenter des ordres devaient à la base être une espèce de portfolio de son travail un peu original. Et en fait, il s'est complètement pris au jeu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'aimerait pas du tout qu'on le réduise juste à sa pratique photographique, pour laquelle d'ailleurs il n'a pas vraiment eu de reconnaissance. Mais en fait, c'est un écrivain, en tout cas, il pratique l'écriture depuis quasiment au même moment où il a commencé la pratique photographique, sauf que les premières années, il gardait ça pour lui. Et au moment du développement de Désordre, très vite, des textes sont apparus. Et en fait, le fait que ce soit sur Internet, donc pas marqué par... c'était un peu une écriture de l'intime, c'est presque un terrain d'essai. Et donc, il se sentait très libre là. Mais petit à petit, le site est venu faire se mélanger toutes des pratiques artistiques différentes qui ont dépassé un moment juste la photographie, juste l'écriture. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, moi, si je dois le cataloguer, je dis artiste touche à tout, et avec cette logique du bricolage, et d'ailleurs aussi avec cette polyvalence des savoir-faire, ça rentre vraiment en résonance avec ça. Mais donc voilà, par rapport à son pédigré. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir des questions venant de la salle. Je ne vois pas grand-chose, mais je peux passer le micro. Je voulais savoir pour l'artiste belge, oui, que vous avez présenté. Moi, l'art belge m'intéresse depuis longtemps. Je suis souvent à Bruxelles et souvent je rencontre des artistes qui ont des pratiques comme ça, qui sont liées au surréalisme belge, qui est très différent du surréalisme français, qui sont liées aussi à tout ce qu'il y a eu dans les années 50, tout ce qui a amené au situationnisme. Comment il se situe un petit peu dans cette espèce de grand brassage culturel, linguistique, iconographique, belge? Alors, malgré son nom, Philippe de Joncker n'est pas belge, il est français. Enfin, il vit... autant pour moi. Non, pas de souci. Bon, si je dis pas de bêtises, c'est son père est belge, mais donc lui, globalement, a toujours vécu en France. Il a vécu aux États-Unis, typiquement quand il était l'assistant de la photographe que j'ai évoqué. Après, il a une bonne connaissance. Lui aime aussi fort la Belgique. Il a certaines attaches là-bas. Mais donc... comment il se situe par rapport à
au mouvement. Lui va pas vraiment se rattacher à telle ou telle école. C'est vraiment plutôt quelque chose d'assez libre. Après, c'est vrai que par rapport au situationnisme, il a un attrait. Enfin, la figure de Guy Debord est quand même importante pour lui. Et typiquement, il y a une section du site qui s'appelle la très petite bibliothèque et qui en fait met en avant une série de livres. Enfin, à la fois des livres qui ont marqué de Joncker, mais aussi il y a un peu son panthéon littéraire. Et c'est vrai que la figure de Guy Debord est importante. Après, je pense pas qu'on pourrait dire... Quoique... Je pense à des revues comme Les Lèvres Nues, tout ça, enfin, d'espèces de... qui, dans leur organisation matérielle, jouent énormément aussi sur des principes de déflagration, de concentration, de diffusion. Non, il y a clairement une influence de tout cela dans son travail. Disons que lui ne va pas s'en revendiquer de prime abord, mais c'est vrai qu'il a par contre, il a une très bonne connaissance, malgré ce qu'il dit, parce qu'il se présente toujours comme quelqu'un sans culture, alors qu'il a une connaissance vraiment très forte de ce qui a pu se faire non seulement au XXe siècle, mais même dans l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature. Mais donc voilà, il n'y a pas de revendication d'appartenance ou de continuer tel ou tel mouvement, mais il est clair qu'on peut sentir des influences telles que celles que vous évoquez dans son travail. Merci. Merci beaucoup pour ces deux interventions. J'aurais une question aussi pour Corentin. Je suis là, oui, dans le noir. Elle concerne plutôt le médium, pour utiliser un mot un peu ancien. L'enthousiasme avec lequel, visiblement, de Joncker décrit cet espace Internet comme un espace de liberté est très, très marqué par l'euphorie qu'on avait au tout début, je pense, de l'Internet. Or, il me semble que 20 ans après, ou même plus, est-ce qu'il y aurait peut-être une distance à émettre par rapport à ce médium? Est-ce que chez de Joncker, il y a activement aussi quelque chose qui mettrait en question aussi cette soi-disant liberté? Parce que nous le savons tous, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, Internet, c'est tout ce qu'un médium libre. Et puis, j'ai vu là, dans une des citations aussi, un peu une sorte de critique, voilà, les réseaux asociaux d'un côté, mais est-ce que là, on aurait Internet comme une sorte d'espace de liberté sans aucune contrainte, et de l'autre côté, les réseaux asociaux. Donc, j'aimerais bien savoir s'il y a une méta-réflexion, pour le dire autrement, de la part de Joncker, par rapport aux instruments qu'il utilise, instruments tout court, la fenêtre, l'écran, les algorithmes, etc., mais aussi le contexte politique dans lequel il produit, pour moi, plutôt un journal de bord en ligne qu'une œuvre. Mais ça, c'est encore une autre question. C'est plutôt la question de la critique par rapport à cet espace de liberté. Complètement. Et d'ailleurs, surtout ces dernières années, il y a toutes des parties, enfin notamment dans le bloc-notes du désordre, qui est un peu un journal de bord de la création, donc cet espace un peu méta-réflexif. Clairement, il aborde cela. Et c'est pour ça que j'ai bien... Enfin, lui, vraiment, il veut s'opposer à la dynamique formatante qui est le propre de l'évolution d'Internet. Enfin, j'ai dit 2005. Enfin, voilà, chacun mettra une date un peu différente. Mais il y a clairement... une charge assez forte par rapport aux GAFAM aussi. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que lui-même n'a pas du tout choisi son site, c'est pas du tout avec un canevas préexistant. Il l'a complètement co-construit, notamment avec un informaticien assez doué. D'ailleurs, lui-même dit je ne suis que le co-auteur de Désordre, parce que sans Julien Kirsch, qui est ce co-développeur, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, parce que souvent j'avais des idées mais qui dépassaient mes capacités, et grâce à Julien on a pu les mettre en place. Mais donc non, il est très, très critique par rapport à cela, et pas du tout dans un discours béni oui ou très naïf sur Internet c'est merveilleux, il y a que de la liberté. Et d'ailleurs lui s'inscrirait
complètement dans la lignée des premières expérimentations, qui ont d'ailleurs été souvent rattachées à une dynamique anarchique. Enfin, moi-même, le sujet de ma thèse, c'était la question de l'anarchique dans la création contemporaine, et l'œuvre de Joncker était un des aspects. C'est ça qui était aussi... C'est très intéressant de voir comment il se situe par rapport à ça. Mais donc, et on le rencontre dans le site. C'est pas qu'une lecture extérieure. Merci. De rien. Oui, peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment une question, plutôt une remarque, mais enfin j'aimerais bien que vous réagissiez l'un et l'autre à cette remarque. C'est autour de la question de la navigation, qui est évidemment aussi une forme de point commun entre vos deux, enfin les thématiques que vous abordez. Et j'ai relevé tout à l'heure dans le propos de Carentin, expérience de navigation sans cesse déroutante, complexe. Et je me disais que dans vos deux... Alors c'est un peu difficile, parce que c'est à la fois communication et travaux de la même personne pour l'un et de personnes différentes pour l'autre. Mais quelle est la part d'importance du milieu? Alors du milieu à la fois dans la communication de Pierre Baumann, la question de mêler finalement deux médiums, voire même plusieurs, enfin en tout cas vidéo, texte, et pour nous parler d'un projet qui est un projet de navigation, mais en même temps d'un projet qui avait une intentionnalité très précise au départ et qui est dérouté par des... On l'a vu dans les propos et dans les images, qui est dérouté donc par des actions internes, externes. Et en même temps, avec ce que tu nous as donné à voir là, on a à nouveau une route très très déterminée, et puis il est quand même beaucoup question des mesures, des cartes, etc. Donc il y a à la fois une intention et des éléments, points de repère au fur et à mesure, alors que mais en même temps le tout est quand même dérouté, mais voilà, repris sur un cheminement linéaire quand même, alors que dans le travail de Philippe de Joncker, il me semble qu'à la fois le travail lui-même et la façon dont vous l'avez abordé, même si le langage était bien sûr, de la communication était bien sûr linéaire, mais il me semble que du fait aussi des schémas, ces choses qui sont montrées, on a plutôt l'impression qu'il essaie de se perdre, mais qu'à chaque fois, il y a un peu des repères qui se créent et qu'il essaie de les dérouter, enfin, qu'il essaie de perdre la boussole à chaque fois. Enfin, il me semble... Voilà, cette question à la fois de navigation et de repères, de boussole, et la question du milieu qui modifie ou pas le voyage, en fait. Alors c'est un peu difficile parce que j'ai bien la conscience du flou de mon propos, dans la mesure où des fois il parle d'œuvres évoquées, des fois de la manière même dont vous avez construit les communications et le rapport entre les images et les textes. Donc, effectivement, c'est difficile de réagir. Non, après, plus sérieusement, la question du milieu, en tout cas dans les objets d'études sur lesquels on travaille, me semble être une vraie question intéressante aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle était un peu contenue dans l'argument de l'appel à projet. Dès lors que, du moins, on ne peut plus prendre un objet de façon isolée, il interagit de fait automatiquement avec son environnement, quel qu'il soit, et aussi avec des facteurs variables qui sont ses propres facteurs en interne. Donc il y a une multiplicité de milieux. Et en tout cas, du côté du projet de Moby-Dick, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je me suis plus particulièrement, et d'autres camarades sommes intéressés justement à une approche, disons, mésologique ou écologique, à l'origine avec les textes de Uexküll, de Jacob von Uexküll, qui parlent de la question du milieu. Donc c'est effectivement une problématique. Cela dit, je ne suis pas spécialiste de Joncker, donc vous répondrez à ma place, mais il me semble que c'est aussi une question qui se pose et qui est certainement contextuelle en termes de temporalité, parce que ce sont des choses aussi qui ont démarré à une époque particulière, les années 2000, pour les gens qui commençaient à faire ce type de travail. Il y en a d'autres aussi, comme Nicolas Frespech, par exemple, qui se sont retrouvés captivés avec cet outil numérique, dans la relation qu'on pouvait mettre en place entre le texte et l'image, notamment l'espèce de dynamique que ça crée à partir de cette structure web. Donc c'est aussi un aspect intéressant qui me permet peut-être de balancer un tout petit peu ce que tu disais sur, par exemple, la vidéo que j'ai montrée. Elle avait quelque chose de très structuré, parce que je l'ai prise, en fait, au départ, je l'ai conçue comme une communication.
Donc il s'agissait en quelque sorte de répondre à la question, de se dire la question de la variabilité, elle se pose en 7 points en particulier, qui étaient la question de la mesure, de la carte, l'objet, la question du savoir-faire, le rapport à l'animal, le rapport aux hommes et le rapport à un objectif qui motive un déplacement. Donc c'était plus, c'est pensé comme une communication, disons, un colloque courant, et en même temps, ça devient une forme particulière qui fait qu'effectivement, c'est pas une variation, mais c'est une dérive. Cela dit, ce qui m'intéresse particulièrement dans le projet, et j'en ai fini, c'est le fait que lorsqu'on est soumis à toute cette variabilité permanente et cette liquidité, c'est pour ça que Zygmunt Bauman nous intéressait, ça me semble intéressant si on trouve des moyens, quels qu'ils soient, parfois plastiques, de fixer des entités pour retrouver une forme de stabilité ou en tout cas de capacité à agir lorsque tout bouge. Et pour le coup, Moby Dick, mais ça pourrait être un autre modèle, sont particulièrement intéressants à ce sujet-là. Et je vais vous laisser la parole en même temps, prolonger la remarque de Christine. Il y a quand même dans le travail de Joncker, il me semble aussi, toute une grosse réflexion sur la question de la structure. Moi, ça m'a un peu fait penser à certains travaux de Filiou aussi, qui sont en apparence comme ça très flottants. Mais Filiou avait une formation d'économiste. Et donc, à un moment donné, il parlait de ça aussi. Il disait, ce qui m'intéresse, c'est quand même de penser la structure. Et après, une fois que la structure est pensée, ça vit. Et vous disiez ça à un moment donné, une fois que la chose est pensée, il la laisse presque faire sa vie. Eh ben, tout à fait. Et c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, je l'ai évoqué, ce désordre, cette anomie, elle est construite, elle est voulue par De Joncker. Et pour arriver à un tel résultat, c'est-à-dire en termes de réception, enfin pour l'expérience d'un visiteur du site, d'une visiteuse, c'est il faut une organisation très bien pensée. Et d'ailleurs, au fil des différentes versions qu'a connues le site, plus d'une quinzaine facilement, il a parfois fallu qu'il renomme tous les fichiers, mais donc à l'heure actuelle, il y en a quasi 300 000. Bon, c'était peut-être pas ça en 2005, mais ça n'empêche. Et d'ailleurs, la raison de l'arrêt temporaire, enfin moi j'ai cru que ça allait complètement s'arrêter, mais l'arrêt temporaire Philippe de Joncker disait bien, en fait ça me dépasse. Et à un moment, je vais arrêter parce que ça me rend fou. Et jusqu'à présent, je sais où se trouvent les choses, je vois où je peux aller bouger dans le code pour rétablir un problème éventuel qui apparaît. Mais là, en 2017, bon aussi lié à des raisons personnelles, mais il disait, je commence à ne plus trop savoir. Et par rapport à la question des trajectoires, et je m'arrête là-dessus, oui, il y a des trajectoires, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'en fait, elles sont sans cesse rejouées, elles ne sont jamais posées. Et donc, et ça amène cette espèce d'ambiguïté, c'est pour ça que j'ai fini sur la logique du trouble, et qui me semble intéressante pour la question du colloque. Enfin, voilà. Juste un mot. Oui, le dernier. Oui, même s'il y a, en effet, bien sûr, je comprends tout à fait des structures extrêmement pensées à tous les niveaux, mais il me semble qu'il y a justement un peu l'envie du dépassement de la structure, et je repense à la notion de dispositif sur laquelle on travaille toujours beaucoup les uns et les autres aussi, c'est que justement ça fait entrer la dimension pragmatique et le spectateur qui lui-même circule et peut tomber sur des impasses ou peut révéler aussi des espèces de bugs du système. Et du coup, cette déstructuration permanente aussi, il me semble qu'il y a... Non, vraiment. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment le lecteur, spectateur, enfin la lectrice, spectatrice du site participe de l'œuvre. Et à un moment, c'est ça qui va échapper à De Joncker. Oui. Voilà, sur ces mots, nous nous arrêtons. Nous avons une pause et dans 10 minutes, nous reprenons.